la direction dans laquelle on va. Je pense qu'il y aura différents outils qui seront identifiés et spécifiques pour chacune des tâches. Toujours un cercle vertueux, pas juste faire un outil en se disant ok, l'IA va me permettre de devenir millionnaire avec un autre SaaS qui sort, mais juste de se dire je suis limité par les outils qui existent donc je dois en faire un. Aujourd'hui, il y a plein d'outils qui existent, mais quel est celui qui va s'insérer le mieux et le plus naturellement dans les process de l'entreprise? Il faut y aller maintenant, il faut tester. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un épisode de Almost Human avec Frédéric. Frédéric, on s'est eu sur un groupe WhatsApp un peu dark de 15 personnes qui parlent d'IA et j'ai envoyé un message un peu à la louche en disant qui est dispo le 9 pour enregistrer des épisodes. Et Frédéric a répondu présent et je vais vous laisser vous présenter Frédéric, vous te présenter, on se tutoie. Oui, on va se tutoyer, ça sera bien mieux. Bah écoute, enchanté déjà Jean-Baptiste, merci de me recevoir, je suis Frédéric Ramet. J'ai monté ma boîte de consulting indépendant qui s'appelle FR Digital, au travers de laquelle je propose des prestations d'accompagnement des startups et des entreprises sur l'innovation digitale. Et effectivement, en ce moment, pleinement sur l'IA générative, ChatGPT, ces sujets dont on va... Trop bien. Et ben faisons le focus vraiment sur l'IA aujourd'hui, même si j'avoue que tout m'intéresse. Pour ce podcast, on essaie vraiment de parler d'IA. Tu m'as dit juste avant qu'on démarre l'enregistrement que tu avais fait une conférence pour des entreprises. Donc il y a déjà des grosses entreprises qui veulent intégrer l'IA. Comment ça se passe, la démarche ? Oui, tout à fait. Et des entreprises qui savent s'y intéresser. Ce qui est assez, dans ce cadre-là, par exemple, on a collaboré avec Troisième Web pour mettre en place une formation relativement courte lors d'un séminaire d'entreprise pour pouvoir, on va dire, donner un peu le goût à l'ensemble des équipes et comprendre le sujet. Parce que ce qu'on voit, c'est qu'il y a différentes maturités au sein d'une entreprise. Là, typiquement, dans ce cadre-là, le chef d'entreprise fait lui-même usage de ChatGPT. Donc, il a déjà pratiqué, il voit le potentiel que ça peut avoir. Mais il y a également d'autres personnes au sein de l'entreprise qui l'utilisent. Donc, l'idée, c'était de pouvoir faire ce séminaire d'introduction, mais de le faire au travers des expériences individuelles. D'accord. Qu'on a fait. On a passé une journée dans leurs locaux. Et puis, on a vu un petit peu comment ça se passait. On a parlé à différentes personnes qui elles-mêmes utilisaient déjà ChatGPT. Et on en a ressorti toute une série de use cases qu'on a repris, reformaté pour donner les bonnes pratiques. Et on a présenté tout ça. Et c'était vraiment intéressant parce qu'il y avait un partage qui s'est fait au sein de l'entreprise entre ces différentes personnes. Et donc c'était un peu sous forme de workshop avec des ateliers, ils ont pu participer ? Non, c'était une présentation en séance plénière. La partie workshop, on l'avait fait auparavant lors de la journée d'immersion en entreprise, où est-ce que là, on a rencontré 7 personnes dans la journée, des métiers, et puis certains nous expliquaient comment ils l'utilisaient pour gérer les relations avec leurs équipes, préparer des propositions commerciales, préparer des documents de vente, des analyses de documents. Donc on a en tout, on avait 16 à 18 use case et on en a repris 5 sur lesquels vraiment on a fait un focus. Et l'idée, c'était de pouvoir présenter ce qu'on peut faire avec ChatGPT tel quel, tout de suite, ce qu'on peut faire avec ChatGPT, la version payante, donc l'analyse des fichiers. Donc là, typiquement, prendre un devis et pouvoir ressortir une proposition commerciale instinctivement, on va dire, très, très rapidement. Et ensuite, quelle est l'utilisation avancée qu'on peut faire de ChatGPT avec des prompts, des séquences de prompts, le prompt interactif. Comment est-ce que tu pourrais nous donner un exemple sans révéler quoi que ce soit, mais même un exemple, pas forcément de cette entreprise spécifiquement, ou un exemple récurrent que tu as de use case concret où tu vois les gens faire « vous faites encore ça à la main ?» Mais vous savez que vous pouvez faire ça avec l'IA de 10 fois plus vite, 100 fois plus vite. Parmi les 5 choisis par exemple, est-ce qu'il y en a un qui revient ? Il y en a un, alors sur une autre entreprise, du recoupement de données. D'un côté, je reçois des transactions bancaires. D'un autre côté, j'ai mon fichier avec ces mêmes clients. Par contre, ils ne sont pas nommés de la même manière entre les deux. Et donc là, une personne va passer 3 jours par mois pour reprendre, vérifier chaque information. Il ne faut pas qu'il y ait d'erreur. Aujourd'hui, ça, ce sont des choses qu'on peut faire. Alors, ChatGPT, il fait partie d'une famille d'outils. Et derrière, il y a tout un tas de librairies Python qui permettent de faire ce type de traitement automatique du
du langage. Et là, typiquement, de reprendre ces 3 jours et de proposer un outil qui simplifie. Et quand 15 minutes de traitement, le fichier soit sorti et que la personne ait à valider, vérifier. Allez, 15 minutes de vérification, 15 minutes de traitement. Voilà. Donc quand tu dis 3 jours, c'est vraiment une personne, son job pendant 3 jours par mois, c'est de faire 1500, 3000 lignes. Ok. Voilà. Et ça, c'est aussi quelque chose. Alors, voilà, j'ai un peu d'expérience, on va dire, surtout j'ai de l'âge. En fait, ce dont on s'aperçoit, parce que on parle beaucoup aujourd'hui d'IA, de ChatGPT, mais l'IA, elle est là depuis un moment. Et ce qu'il faut se rendre compte au sein des entreprises, la réalité, il faut avoir des très grandes entreprises, même des très grands groupes qui ont des projets d'IA et d'infrastructure, de data lake, qui sont très ambitieux. Mais si au sein des services, les personnes, dans leur boulot de tous les jours, utilisent toujours les mêmes outils, n'ont pas ces réflexes, ne sont pas accompagnés, il y avait une directrice de l'innovation d'un grand groupe qui me disait c'est super, on met en place ces grands outils-là, mais aujourd'hui, la problématique, c'est de faire en sorte que les gens passent moins de temps à faire des traitements manuels dans Excel parce que c'est la façon de travailler. Et parfois, il y a un décalage entre des grands outils, des grandes solutions, et finalement, ceux dont les gens se servent. La mission, la mise en place et l'usage concret. Ça allait être ma question qui arrivait, c'était, j'imagine que tu dois avoir plusieurs typologies de personnes, plusieurs groupes de personnes en fonction de qui sont plus ou moins avancés dans l'IA. Tu disais au début pour la conférence, tu pourrais nous dire c'est quoi les types? Est-ce que c'est, je sais pas, les fans hardcore, les totalement contre? Ça fait quoi comme catégorie? Alors, il y a une catégorie qui va dire un peu des power users, c'est-à-dire qui ont vu le potentiel et qui ont été un peu directement et qui suivent des tutos. Et ça, on peut avoir des personnes soit qui sont très au fait de la technologie, ou soit qui sont pas forcément des geeks, mais qui ont cette curiosité et qui vont aller directement tester. Donc, il y a cette catégorie-là. Il y a celle on va dire qui sont plutôt curieux et qui ont été, on va dire, qui ont eu une pielle étriée par quelqu'un de leur famille, un ami. Dans le cas dont on parlait, ça s'est fait autour d'un apéro parce que le mec a dit écoute, tu vas voir, c'est intéressant, on peut faire ça, on va se marrer. Et finalement, il a fait ça. Puis ensuite, il l'a utilisé pour faire son annonce de vente de voitures perso. Et puis il s'est dit tiens, est-ce que ça m'aide à améliorer la rédaction? C'est cool. Est-ce que je peux pas lui demander des conseils pour mieux vendre? Et donc, de fil en aiguille, il a continué à avancer. Et là, cette personne-là se prépare demain à suivre un MBA. Et pour le coup, il dit, mais je vais utiliser ChatGPT. Un MBA, un diplôme d'études supérieures que lui n'a pas aujourd'hui dans sa formation initiale. Donc, il y a ce cheminement-là qui peut partir d'une curiosité, d'une étincelle. Après, il y a des personnes, alors on n'a pas rencontré dans cet exemple-là des personnes qui étaient hyper réfractaires, mais des personnes qui mettent une certaine limite en disant voilà, j'ai fait un test, je ne sais pas ce que ça peut m'apporter vraiment de plus, pourquoi pas, mais finalement je n'ai pas poursuivi cette exploration. D'accord. Et t'as pas de grands protesteurs en disant non, je suis contre. En étant, j'imagine, c'est aussi vers la typologie des entreprises que tu accompagnes qui sont déjà plutôt dans une démarche digitale. J'ai pas eu de personnes hyper réfractaires jusqu'à aujourd'hui. Il y a de la curiosité, il y a de l'incompréhension, il y a des craintes aussi de se dire voilà, qu'est-ce qui va se passer. Mais quand même globalement, 95% des personnes qu'on rencontre se disent voilà, qu'est-ce qu'on peut faire et à quoi ça sert aussi concrètement. Donc non, là-dessus c'est plutôt positif. Okay. Donc dans une entreprise, si je comprends bien, tu vas avoir le pôle de l'innovation ou la direction qui va te dire on a vu le potentiel, je pense que ça peut s'appliquer à mon entreprise. Ils vont te demander tes services et toi tu vas essayer de faire un workshop et ensuite de trouver des use cases pour l'implémenter et que les employés puissent l'utiliser tous les jours parce que juste signer le contrat et avoir de l'IA dans la boîte, si personne s'en sert, ça sert à rien en fait. Exactement. Et puis il y a déjà toute une série de solutions. Si on prend des solutions CRM, type Salesforce, etc., il y a un mouvement qui est en train de se faire et qui va continuer. Ils vont intégrer l'IA directement. Donc ça va arriver par ce biais-là. Après, là, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de partir du terrain. Et effectivement, on commence par
une explication et 7 ateliers métiers sur lesquels on va identifier ces use cases. Parce qu'il peut y avoir, on peut faire tellement de choses, c'est tellement transversal, mais qu'est-ce qui est vraiment pratique au jour le jour? Qu'est-ce qui va vraiment pouvoir être utilisé? Parce que si cet outil-là, vous ne pouvez pas l'utiliser, on va dire, instantanément, si ça vous ajoute une charge de travail, l'outil ne sera pas adopté. J'ai fait de la direction de projet en agence digitale pendant une vingtaine d'années. Il y a cette problématique d'outils, que ce soit là pour l'IA ou adopter un outil de gestion de projet ou un outil de communication comme Slack, ce type de choses, c'est toujours un peu la même problématique. Aujourd'hui, il y a plein d'outils qui existent, mais quel est celui qui va s'insérer le mieux et le plus naturellement dans les process de l'entreprise? C'est vraiment ça la question, parce que faut toujours rajouter des outils, vous pouvez rajouter des formations, mais si les gens naturellement ils ne trouvent pas un intérêt, l'outil sera rejeté, on va dire, de façon naturelle, un peu comme le rejet d'une greffe dans un corps. Donc ça, c'est très important d'avoir ça en tête, de bien l'identifier. Et on va dire que ce qui me réjouit aujourd'hui, c'est qu'on a toute une série d'outils qui permettent de développer des solutions sur mesure et avec une complexité relativement limitée, des outils low-code, des outils no-code. Et donc, ça permet d'apporter ce type d'outils et de venir les placer vraiment à l'endroit qu'il faut au sein de l'entreprise. Donc, ce que tu veux dire, c'est qu'avec les outils low-code, no-code, si tu veux bien nous donner un exemple après, c'est que tu arrives à intégrer l'IA dans un process par l'interface de blocs faciles à imbriquer dans leur process, quoi. Oui, c'est ça. Là, donc, pour te donner un exemple et te dire ce sur quoi je bosse actuellement, donc cette partie accompagnement, expérience personnelle aussi de ChatGPT, ça m'a amené à identifier des besoins. J'utilise une plateforme qui s'appelle SoftAir, qui permet de créer un site très, très facilement adossé à un Airtable, dans lequel je vais permettre aux gens de pouvoir créer des thématiques et de venir y déposer des documents. Donc cette partie-là, finalement, je clique. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Airtable, c'est alors les gens qui utilisent Airtable n'aiment pas cette expression, mais c'est un Excel sous stéroïdes qui est un peu un concurrent de Notion, organisation. Et donc là, tu es en train de dire que juste avec un tableau Excel, des bases de données et des données à l'intérieur, avec ce logiciel no-code, low-code, tu arrives à le transformer ça en site web super facilement. Voilà, exactement. Et derrière, j'ai ma propre programmation de ChatGPT, alors pas exactement ChatGPT, on va dire un framework qui s'appelle LangChain, qui utilise ChatGPT et qui va permettre d'exploiter ces données-là. Donc la personne finalement se retrouve sur un site assez classique où elle vient déposer ses documents et ensuite elle a accès en un clic à un chatbot qui est personnalisé sur ses propres documents. Et tu as réussi à faire cette appli-là juste en ayant une page de collecte de formulaires qui est donnée par Airtable, qui envoie dans une base de données Airtable, et en mettant des pré-prompts ou des prompts moteurs dans ton language model, ton framework, tu disais c'était LangChain. LangChain, d'accord. LangChain qui est... Tu as fait ton MVP avec un Airtable et une landing. Exactement, plus du code que j'ai fait moi-même, mais là encore, ce code-là, alors pareil, je vais te parler de ma vie. J'étais dev à la base, j'ai une activité dev, mais je n'étais pas un bon dev. Voilà. C'est pour ça que j'ai fait chef de projet, directeur de projet. Mais du coup, c'était chouette parce que je savais les problématiques que rencontraient les développeurs et ça m'a beaucoup aidé quand on faisait des ateliers clients, quand on mettait en place des solutions, ce type de choses. Aujourd'hui, avec ChatGPT, en fait, je me suis dit que finalement, je peux devenir un bon dev et ça m'a aidé à passer certains caps, certains plafonds de verre que je rencontrais dans mon parcours de développement. Et donc, j'ai pu développer avec LangChain et ChatGPT des solutions qui viennent s'accoler à cette landing page et Airtable.
Génial. Donc, voilà. Et ça, effectivement, aujourd'hui, il y a un champ qui s'ouvre qui est assez... Donc ça, c'est à côté de ton activité de consulting. Tu as lancé un MVP comme ça Oui. qui fonctionne. Et c'est déjà sorti. Tu Alors, veux en parler? c'est en cours de test aujourd'hui en bêta Ok, privée. Ça c'est en s'appelle bêta privée. Easy Genius. Ok. On va ouvrir la bêta à une centaine de personnes. Donc, je serai heureux de les faire Je partager. serais ravi de tester aussi. Voilà, à toi et puis aux gens qui suivent le podcast. Et ensuite, on va le déployer. Ce qu'on fait, c'est que cette plateforme-là, elle offre un service de base qui est je peux faire un ChatGPT avec mes propres documents. Donc, j'ai par exemple une centaine de procédures sur la façon d'installer un produit ou de faire un accueil client, ce genre de choses. Voilà, effectivement, je peux avoir ma doc, mais je peux aussi interroger un chatbot et il va pouvoir me ressortir selon mes questions quelle est l'information la plus adaptée. Alors, je vais faire un peu l'avocat du diable, mais on peut, dans ChatGPT, insérer déjà des PDF, des CSV, etc. Mais je me suis confronté à la problématique de quand on envoie plus de 2-3 fichiers, c'est pareil que quand on envoie une trentaine de prompts, on a tout de suite la fatigue qui arrive et il y a beaucoup d'oubli. Oui. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas vraiment se servir d'une conversation de ChatGPT comme un endroit où on dépose des PDF pendant des semaines pour ensuite poser des questions, parce que celui qui a 3 semaines de retard, il sera jamais utilisé dans la procédure, quoi. T'as complètement raison. Et c'est pour ça que j'ai créé cette solution. D'accord. Parce que Ok. moi-même, je me retrouvais limité. Et puis, du coup, je me suis dit, est-ce que c'est pas possible de le faire? Et grâce à ce framework LangChain, grâce à cette communauté open source qui pousse tout ça, et c'est tout à fait faisable. Génial. Donc, on a cette offre avec, on va dire, mon ChatGPT et le travail qu'on fait avec les entreprises, de différents use cases, ça permet de venir rajouter des outils qui seront disponibles dans une version avancée. Voilà un petit peu comment ça va se construire. C'est pas quelque chose qui va tout résoudre, voilà, on met des outils en place au fur et à mesure. Mais ce qui est marrant dans la démarche, c'est que tu restes dans l'open source, tu fais par l'usage, parce que si je comprends bien, tu vas avoir... l'outil que tu développes, en fait, tu vas t'en servir dans ton consulting pour tes propres clients. Oui. Quasiment. Oui. Donc ça c'est smart, c'est toujours un cercle vertueux, pas juste faire un outil en se disant ok, l'IA va me permettre de devenir millionnaire avec un autre SaaS qui sort, mais juste de se dire moi j'en ai besoin tous les jours pour mes clients en consulting et je suis limité par les outils qui existent, donc je dois en faire un. Oui. C'était quoi? Est-ce qu'il y a un use case qui t'a tellement frustré que t'as fait ok, comment c'est possible, faut que je le fasse? C'est 20 années en direction de projet dans les agences et en essayant de mettre en place ces outils-là. Mon boulot, ça a été de faire de la transformation digitale, de faire et de vendre des sites internet aux clients, mais en même temps de les accompagner sur ces problématiques-là. Donc ça, en fait, c'est toujours la posture que j'ai actuellement et l'IA finalement c'est important parce que ça va permettre de gagner ces 3 jours dont on parlait tout à l'heure, mais ça va aussi mettre les gens dans une attitude où est-ce qu'ils vont intégrer de plus en plus ces outils-là et faire grandir aussi la compétence de l'entreprise. Et je pense que c'est ça le point clé, plutôt que se dire je vais intégrer tel outil qui va donner tel avantage, je vais augmenter les compétences de mon entreprise et ma faculté à toujours les intégrer plus vite. Parce que voilà, on est là aujourd'hui, ça va continuer très fort, quoi. Donc, il y a sur le groupe WhatsApp sur lequel on est, il y a quelqu'un qui s'appelle Assem et on a beaucoup discuté, etc. Et il a dit quelque chose quand on s'est appelé. Il a dit que aujourd'hui l'IA va permettre avant dans l'open space, tu avais 5 travailleurs et il y en avait un qui avait la meilleure technique et qui du coup était le plus performant et les autres qui essayaient de rattraper. Aujourd'hui, avec l'IA, on va pouvoir faire en sorte que ce travailleur-là donne les techniques sans avoir forcément le poids de tirer toute la charrue derrière et que sa technique soit réapplicable à tous les autres. Parce que, en fait, de la même manière que les données le PDF que tu donnes, le fichier que tu donnes, en fait, on va entraîner le processus de l'IA, le processus de l'entreprise avec l'IA aux autres employés pour leur faciliter la vie, pour diviser par 10 leur temps de travail. Oui. Là où on a tu les appelais comment? Je sais plus, les adeptes qui sont déjà fans et utilisateurs, qui auront fait le travail de recherche.
on pourra juste le dupliquer et ce ne sera pas du temps de perdu qui ne bénéficie qu'à une personne. Oui, non mais alors je suis à 100% aligné avec ça. Au sein d'Easy Genius que je veux mettre en place... Ingenious Easy Genius. Easy Genius, ok. La solution dont je parle, c'est une notion d'ambassadeur ChatGPT. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui va préparer ces documents, c'est quelqu'un qui va préparer ce prompt et qui va s'assurer que ça fonctionne bien et le mettre à disposition de son équipe. C'est un outil qui est d'abord collaboratif. Et donc, les cas que je cite, c'est vraiment ça. J'ai deux choses qui me viennent en tête. Quelque chose qui m'avait frappé et voilà, qui rejoint aussi qui fait écho à mon passé d'enseignant. Une personne qui voilà, pas forcément fait une licence en littérature, qui avait une grande maîtrise du français, serve de ChatGPT pour pouvoir mieux rédiger ses emails, mieux les structurer. Super. Et en même temps, il dit, bah, voilà, au fur et à mesure que je fais ça, je vois les exemples et finalement, moi-même, j'apprends. Alors, je reprends confiance et en plus, je développe ma compétence d'écriture. Et là, on est complètement éloigné de l'image très négative qu'on peut avoir de l'IA. Donc, ce côté accompagnement et je gagne des compétences parce que ça me permet d'itérer, parce que ça me permet de voir des exemples, c'est personnellement très bien. Et ensuite, sur la dimension savoir-faire, c'est effectivement une évolution qui va être très forte, c'est que finalement, ma compétence, mon expertise, je vais pouvoir, c'est un peu comme si on en retirait l'essence, un peu comme en alchimie. C'est-à-dire que je vais pouvoir retirer ce savoir-faire et le mettre en avant et le valoriser au sein de mon entreprise. En fait, tu pourras dire, c'est moi qui ai créé le prompt qui fait gagner 1 heure à l'entreprise tous les jours. Hein. C'est moi qui ai créé le prompt, la structure des données qu'il faut bien, la façon de vérifier. Et la façon il y a aussi tous ces process-là. Oui. Tu pourrais élaborer sur la façon de vérifier, enfin, c'est des procédures, comment... Alors, LangChain, ce framework, l'idée c'est qu'il va pouvoir permettre d'avoir plusieurs outils et de coordonner ces outils-là. C'est un peu une bonne façon d'expliquer les choses parce qu'il y a la façon dont on va faire le prompt et utiliser des templates de prompt pour pouvoir exécuter ça. Il y a la façon dont on va gérer la mémoire. Et donc là, comment est-ce qu'on va stocker les documents, comment est-ce qu'on va pouvoir les retrouver facilement. Et ensuite, toute une autre galaxie d'outils de cette façon-là. Donc la galerie de prompts avec des templates de prompts, c'est-à-dire que tu vas avoir un prompt qui dit agis comme un entre crochets, mettre le nom du métier que vous souhaitez, et comme ça tu construis ton prompt avec des variables à remplir, et tu gardes le prompt dans une galerie de prompts, et tu prends celui que tu as besoin, et ensuite tu remplis les variables à la main. Voilà, pour reprendre comme ça, je reprends une petite explication sur LangChain. Donc effectivement, dans cet ensemble d'outils qui est mis à disposition, là dans cet exemple-là de LangChain, il y a ces prompts, ces templates, et c'est effectivement des différents types de prompts que tu peux mettre en œuvre et qui vont pouvoir être très différents, avoir effectivement des variables que tu mets à l'intérieur pour pouvoir ressortir les bonnes données, pouvoir avoir des exemples. Donc ça, c'est la partie prompt. Il y a une partie conservée en mémoire du bot, on va dire. Il y a une partie base de données, celle que j'évoquais tout à l'heure. Et après, il y a une notion d'agent. Et la notion d'agent, ça veut dire comment est-ce que je peux définir une tâche spécifique à un bot type ChatGPT qui va utiliser ces prompts, qui va utiliser ces bases de données en mémoire, qui va conserver la mémoire des échanges et pouvoir aller me répondre pour le mieux. Et donc, en fait, on joue avec on va dire ces 4 éléments pour pouvoir proposer... Faut pas que t'en perdes un, c'est tout l'équilibre, voilà. Faut pas qu'il oublie ce que t'as dit, faut qu'il tienne quand même le prompt. C'est pour ça qu'il faut partir de petits use cases pour pouvoir faire grandir ce type d'outils. Et ensuite, en termes de vérification, là pour le coup, il faut pouvoir faire du fine-tuning, c'est-à-dire de pouvoir avoir des séries d'exemples sur lesquels on va dire, bon voilà, là ta réponse n'est pas la bonne, celle-ci est la bonne. Ce qu'on voit dans l'interface de ChatGPT avec le petit pouce positif ou négatif, voilà,
pour le coup, c'est vraiment très important. Et demain, ce sera très important pour l'entreprise de collecter ces feedbacks parce que c'est ce qui va faire la qualité de son intelligence artificielle ou de ses intelligences artificielles. Puisque ça sera plutôt, on va dire, une intelligence distribuée qu'un outil global. Donc, tu pourrais... c'est comme si... tes employés pouvaient mettre un j'aime ou j'aime pas à ta fiche Excel ou au template Excel que tu lui as envoyé en disant c'était facile à utiliser, c'était pas facile. Et du coup, le prochain mec qui fait un template Excel saura si y avait un problème à tel endroit ou tel endroit. Là, c'est pareil, mais appliqué à l'IA en disant ce template de prompt ou cette méthode ou cette IA spécifiquement m'a fait gagner tant de temps. J'ai utilisé le petit outil d'IA que tu as mis en place sur l'onboarding des nouveaux stagiaires. Voilà, et cette réponse-là, c'était top. Ça, par contre, faut absolument éviter parce que c'est pour X ou Y raison. Et du coup, alors ça va remonter, on va dire, à la personne qui l'a fait, mais surtout, ça va être utilisé par l'IA pour pouvoir améliorer et que les réponses suivantes intègrent ces feedbacks-là. Alors, j'ai une question. J'ai un client qui m'a demandé ça justement la dernière fois et j'ai pas trop su répondre clairement. Le problème de ChatGPT et pourquoi lui ne l'utilise pas, c'est qu'il a peur d'entraîner le modèle général pour tout le monde. Et on avait vu ça pour Samsung, je ressors souvent l'exemple, mais qui avait partagé et travaillé avec ChatGPT, et je ne sais plus quel autre constructeur avait réussi à sortir des données qui avaient leak par l'interface de la mémoire de ChatGPT. Est-ce que tu as du coup une IA qui est spécifique à toi? Est-ce que tu entraînes un modèle juste, pas chez ChatGPT mais chez une autre entreprise? Comment? Alors, donc oui, ça c'est un problème important, c'est un problème sur lequel il est difficile d'avoir la visibilité parce que par exemple, l'offre entreprise de ChatGPT, ils disent explicitement, ça ne servira pas à entraîner nos modèles. Voilà. Après, ils le disent, il faut que ce soit respecté, mais en tout cas, c'est un engagement, on va dire, dans les terms of service. Pour la version gratuite, ce n'est pas du tout le cas. Aujourd'hui, je ne sais pas, quand on utilise l'API, de quel côté on est. Typiquement, je posais la question, j'ai pas eu de... Voilà, ils sont très occupés. Mais voilà, donc ça, effectivement, il y a ce doute-là. Donc oui, ça va dépendre, on va dire, de la... sensibilité des données. Et ensuite, je te parlais de LangChain qui avait toute cette galaxie d'outils et qui sert un peu à orchestrer tout ça. Alors, je pense que la réponse, elle est là. Pour te répondre concrètement de comment je fais, par exemple, dans le cas de l'exemple sur les transactions bancaires dont on parlait tout à l'heure, je n'utilise pas ChatGPT pour ça, parce que voilà, c'est des données qu'il ne faut absolument pas avoir de ce côté-là. J'utilise un script de traitement automatique du langage de Python, voilà, et qui est codé et qui va permettre d'avoir ce même résultat. La direction dans laquelle on va, je pense qu'il y aura différents outils qui seront identifiés et spécifiques pour chacune des tâches. ChatGPT conserve, et surtout le 4, vraiment une avance, mais qu'on peut aussi l'utiliser pour, on va dire, coordonner ces différents outils. J'ai ce script-là qui me sert à faire ce traitement spécifique. J'en ai un autre qui va me faire des requêtes dans la base de données pour avoir telle ou telle information. Je vais utiliser ChatGPT 4 pour décider, dans la discussion avec l'utilisateur, est-ce qu'il faut utiliser tel outil ou tel outil. Mais cet outil-là qui ira traiter les données n'utilisera pas ChatGPT, mais utilisera soit des propres librairies, soit des LLM, Large Language Model, qui sont soit... avec une assurance sur le fait que les données soient hermétiques et bien protégées, soit qui sont hébergées sur le propre serveur. Et voilà. D'accord, donc j'imagine que quand on est une grande entreprise, on a ses propres serveurs, on a quelque chose de protégé pour toutes les données sensibles. En plus de toute la layer RGPD Europe, ça arrive que ce soit pas le cas, j'imagine. Mais idéalement, si je suis une société de traitement bancaire et que je veux faire mon IA, je mets ma propre IA sur mes propres serveurs, je mets mon interface sur mon propre serveur et j'entraîne mon propre modèle et je suis tranquille. Et voilà. Parce que sinon, c'est ce qu'il faut faire. Il y a
possibilités, c'est flou, on ne sait pas trop. Il y aura, et puis il y a la sécurité des données qui fait que. Donc après, là-dessus, il faut avoir une certaine souplesse, parce qu'il y a tout un tas de données où finalement, c'est pas forcément une mauvaise chose que ça tombe chez OpenAI, des informations générales, etc. Sur ses propres données, celles qu'on veut conserver, il faut avoir des outils, soit qui ont une garantie beaucoup plus forte en termes de sécurité des données, ou alors faire effectivement son propre hébergement de ces solutions-là. Il y a des solutions open source qu'on peut mettre en place sur ses propres serveurs, faire tourner. Donc on est sur des configurations un peu spécifiques qui vont demander quand même pas mal de puissance. Mais en tout cas, c'est aujourd'hui quelque chose qu'on peut mettre en place. Ça passe à des montants, j'imagine, de faire son propre modèle, fine-tuner pour sa boîte, sécuriser, host chez soi, le nombre de cartes graphiques qu'il va falloir faire tourner dans une petite salle, par rapport à 15 € par mois sur ChatGPT. Ouais, il n'y a pas vraiment d'entre-deux, quoi. On est, je pense, moi c'est comme ça que je présente, sur voilà, une première étape, utiliser, explorer ChatGPT, faire du prompt, donc c'est une partie vraiment initiation découverte. Ensuite, on peut passer à une étape, on va dire, un peu plus avancée, comme Easy Genius, où est-ce que tu vas payer une licence, mais que tu peux partager avec plusieurs de tes collaborateurs. Donc, effectivement, tu payeras plus cher, mais tu pourras l'utiliser avec 10, 15, 20 personnes. Ensuite, c'est une utilisation spécifique selon tes besoins avec tes petits outils que tu viens rajouter, ces agents que tu vas venir rajouter spécifiquement. Et après, l'étape supérieure, c'est vraiment une intégration IT dans l'entreprise. Mais avant qu'on arrive là, il y en a qui ont déjà beaucoup maturé l'IA et qui sont déjà arrivés ici. Mais pour les autres, voilà, ces étapes-là peuvent se faire relativement vite. Et moi, je ne dirais pas à quelqu'un aujourd'hui d'engager des budgets faramineux sur une intégration IT sans avoir bien identifié les use cases, sans avoir mis en place au niveau des équipes. Parce qu'il y a on parlait d'adoption de l'outil, l'intégration de l'outil, son usage par les équipes, ça prend du temps. Il faut que les gens l'utilisent, le testent, s'en parlent. Voilà, l'entreprise, voilà, c'est une entreprise humaine avant tout, malgré tous les outils qu'on peut y mettre. Est-ce que tu as une idée du budget pour ce genre d'intégration IT haut de gamme c'est ça. Alors là, pour le coup, ça va dépendre. Autant que tu veux. Oui, ça dépend de la puissance de calcul dont tu auras besoin, du nombre de bases de données à traiter. Donc ces chantiers-là, ça peut aller de 100 à 100 millions, 100 000 à 100 millions. Ah, d'accord, ok. Ça dépend mais on est déjà sur une fourchette au-dessus de 100 000. Après, tu as toute une phase où il y a des outils qui existent, qui sont présents sur le marché, qui sont éprouvés, etc. Donc ça se résout derrière à bien établir un cahier des charges, bien identifier les bons prestataires, voir avec le service IT interne dans l'entreprise quelles sont les bonnes solutions qui permettent à tous ces outils-là de coexister. Et puis après, voilà, donc ça dépend. Parce que moi, instinctivement, je me dirais, non, ça vaut pas le coup. Il y a 6 mois, ça n'existait pas. En 6 mois, on en est là. Dans 6 mois, on aura explosé. Je vais pas investir maintenant. C'est trop exponentiel pour me dire, moi, je vais me faire un petit language model sur GPT-4. Et en fait, GPT-5 va être encore 100 fois plus rapide que 4. Non, faut y aller maintenant. Faut tester, faut mettre ça en place, voir où est-ce qu'on gagne du temps, parce que quand GPT-5 va arriver, votre réussite dans l'exploitation de ChatGPT-5 sera d'autant plus forte que vous avez préparé à la fois vos équipes, vos données, et que vous pouvez exploiter ça de façon plus forte. Donc tu penses que le gap sera tel que non seulement il faut le faire dès maintenant tant qu'on peut monter sur le bateau, parce que si le bateau passe au bateau numéro 5, il sera tellement loin qu'on va devoir ramer super fort toujours pour pareil. le rattraper. Après, il faut pas louper trop de cycles d'innovation. Il y a une surmédiatisation de l'IA aujourd'hui, et puis il ne faut pas non plus mettre trop de pression sur les gens, parce que les chefs d'entreprise ou les directeurs de BU, etc., ont déjà beaucoup de choses à faire et des journées bien chargées. Donc, je ne veux pas non plus avoir un message qui dit il faut y aller là maintenant, sinon vous êtes perdu, etc.
ça. Non, Ok. non, non. Peut-être que demain, vous pourrez le rattraper, mais faites-le maintenant. C'est quand même mieux. Ne serait-ce qu'expérimenter, de Expérimenter l'implémenter et dans les gagner déjà premiers du trucs. temps. Et à la limite, vous dites, si je gagne 2 journées, y en a une qui peut servir À expérimenter sur l'IA. Ok, génial, merci beaucoup Fred. Merci Jean-Baptiste. C'est génial de comprendre comment ça fonctionne dans les grandes boîtes en tant que conseil. Je te laisserai me donner les liens que tu veux partager, je les mettrai dans la description. Et puis au plaisir de se revoir et je te ferai des feedbacks pour tester Easy Genius. Avec grand plaisir. Super, Avec grand plaisir. merci beaucoup. Merci à toi.